J'ai dit depuis le début que l'OTAN ne survivrait pas à cette guerre. Peu importe quand cette guerre se termine, je pense que l'OTAN prendra fin. Nous sommes clairement dans une position économique très fragile. Nous voulons partir. Nous aurions dû quitter l'Europe en grande partie au milieu des années 1990. À l'époque, il y avait des gens au Sénat, ainsi que dans les capitales européennes, qui cherchaient désespérément une raison de justifier l'OTAN et de nous maintenir attachés à l'Europe. Ils ont cru la trouver dans les Balkans. Et depuis, nous luttons avec ce genre de mésaventures stupides. Rappelez-vous, l'hubris et les erreurs de calcul jouent aussi un grand rôle dans tout cela. Tout le monde s'est trompé sur la Russie. Tout le monde s'est trompé sur nous-mêmes. Mais l'arrogance demeure. Personne ne veut admettre que le monde a changé. C'est aussi simple que cela. Nous continuons à voir comme le centre de l'univers. C'est absurde. Voilà où nous en sommes. Et rien n'empêche la Russie, à moins d'utiliser une arme nucléaire, de régler la guerre à ses propres conditions. Et personne ne veut risquer l'utilisation d'une arme nucléaire. Certainement personne de sensé à Washington, et je ne connais personne à Moscou qui veuille faire cela non plus. Donc je pense que l'OTAN va simplement s'effondrer. Vous savez, Henry James a dit « Les vaches sacrées ne sont jamais abattues. Elles disparaissent simplement. » Je pense que c'est ce qui arrivera à l'OTAN. Nous nous réveillerons et elle aura effectivement disparu. Je ne pense pas que l'URM va survivre non plus. Et souvenez-vous, vous êtes Européens. La façon dont le monde est perçu depuis Oslo est très différente de celle depuis Rome, Madrid ou Athènes. Essayer de maintenir cet ensemble hétéroclite uni est tout simplement une attente irréaliste. C'est contre nature. C'est exclusivement un produit de la guerre froide. Eh bien, sur le sujet des pays qui voient le monde différemment, et aussi dans le contexte des célébrations du 9 mai, je constate que la défaite du fascisme est utilisée de différentes manières. En Europe, bien sûr, nous présentons constamment Poutine comme le nouveau Hitler. Mais en Russie, il relie manifestement la guerre actuelle, la guerre par procuration avec l'OTAN, à la Seconde Guerre mondiale également, en termes de lutte contre le fascisme. Et bien sûr, contre ces grandes puissances occidentales, car ce n'était pas seulement l'Allemagne qui avait envahi l'Union soviétique. Mais plus récemment également, nous avons vu les Chinois faire un commentaire. Xi Jinping a fait une déclaration qui est apparue dans le Financial Times, où il a comparé les actions des États-Unis dans le système international à celles des armées d'Hitler. Comment voyez-vous cela? N'est-ce pas une énorme escalade dans la rhétorique? Voyez-vous une possible alliance militaire entre les Chinois et les Russes, ou sont-ils trop réticents à cela? Selon vous, que cherchent à accomplir ou à légitimer ces commentaires? Ou s'agit-il simplement de beaucoup de fanfaronnades et de diabolisation? Eh bien, la nostalgie nazie en Ukraine est réelle. L'histoire de l'Ukraine est très complexe. Des millions d'Ukrainiens ont été assassinés entre 1929 et 1932 sous Staline, sous le communisme. Et les officiers du NKVD qui ont mené ces actions sont allés dans les prisons pour recruter des personnes afin de les aider. Les Ukrainiens ne l'ont pas oublié, et on peut dire que cela a causé une perte de vies humaines plus importante que celle de l'Holocauste des Juifs. Ces régions ont de longues histoires, de longues mémoires. Ainsi, les Russes voient cela, ils voient la nostalgie nazie et les symboles nazis, et ils sont horrifiés. Pour beaucoup d'Ukrainiens, et soyons francs, pour la plupart des habitants d'Europe de l'Est à n'importe quel moment, s'ils avaient eu à choisir entre le nazisme et le communisme, ils n'auraient pas choisi le communisme. Mais ça ne fait pas partie du récit à l'Est. Ce n'est pas non plus le récit à l'Ouest. C'est vraiment assez intéressant. C'est un autre sujet. Mais au final, si vous essayez de vous légitimer, il est facile de dire, eh bien, ils sont comme des nazis.
En réalité, si nous ressemblons à quelqu'un, c'est à l'Empire britannique. Et si vous êtes chinois, vous vous inquiétez de la mer de Chine méridionale. Car l'une des choses qui a mis la Chine dans une position stratégique très difficile, c'était la Royal Navy qui a semé la pagaille dans la mer de Chine méridionale et a rendu impossible pour les Chinois de gagner les guerres de l'opium. Rappelez-vous, les Britanniques sont arrivés directement, ont remonté les rivières, bombardé les forts et forcé les Chinois à autoriser l'importation et l'exportation de l'opium. Un impact terrible sur la population et les personnes qui y vivaient. Les Chinois perçoivent le christianisme différemment. Dans les années 1830 et 1840, un homme s'est proclamé la réincarnation de Jésus-Christ et a mené une guerre civile qui a duré plus de 20 ans avant de prendre fin, causant la mort de millions et de millions de Chinois. Les Chinois ont une vision du christianisme très différente de la nôtre. Nous ne faisons même pas l'effort d'en apprendre davantage à ce sujet. Je pense simplement que Taïwan était le porte-avions insubmersible du Japon impérial pendant la Seconde Guerre mondiale. La Chine n'autorisera aucune puissance étrangère à dominer Taïwan et à l'utiliser de nouveau contre elle. C'est aussi simple que cela. Nous devons comprendre cela et arrêter de parler de Taïwan. Je pense que toutes ces allusions au passé sont faites pour des raisons qui ont des racines intérieures en Russie, en Chine et ailleurs, tout comme nous les utilisons nous-mêmes. Je dirais qu'il ne faut pas leur accorder trop d'importance, mais plutôt regarder les résultats. Et en ce moment, je pense que la Russie et la Chine ensemble, ainsi que la coalition BRICS, grandissante, sont des acteurs qui ont dit « Nous en avons assez de vous, les États-Unis, et de vos partenaires occidentaux. » Ce qui m'intéresse, c'est que la plupart du temps, si on ne nous aime pas, les autres qu'ils n'aiment pas sont les Britanniques et les Français, probablement dans une certaine mesure les Belges et peut-être les Néerlandais. Ce sont les puissances coloniales. Les Allemands sont arrivés très tard dans ce domaine, et il n'y a jamais vraiment eu beaucoup d'enthousiasme pour cela en Allemagne. Le reste de l'Europe n'était pas impliqué dans ce genre de choses. Donc on ne peut pas généraliser dans un sens ou dans l'autre. Mais en ce qui nous concerne, nous nous immisçons partout dans le monde, tout comme les Britanniques l'ont fait. Ils s'immisçaient sur le continent. Ils s'immisçaient en Afrique, ils s'immisçaient en Asie, ils s'immisçaient en Inde. Ce n'est pas une bonne chose du point de vue de toutes les personnes qui vivent dans ces régions. Et il est dans notre intérêt de ne pas nous immiscer. Mais nous avons construit un système, nous avons bâti des structures dans ce pays pour soutenir et maintenir l'ingérence, pour projeter l'ingérence, pour manipuler les sociétés des autres. Nous espérions tous que le président Trump s'en chargerait. Eh bien, nous étions contents lorsque le National Endowment for Education, non, le National Endowment for Democracy, et puis oh là là, mon cerveau ne fonctionne pas très bien. Les différentes agences mondiales, aidez-moi, je n'arrive plus à me souvenir de cet acronyme. Mais Elon Musk s'est penché sur ces affaires et a découvert une fraude massive. Dieu merci pour Elon Musk, car cette fraude massive était bien réelle. Et le National Endowment for Democracy était une autre façade de la CIA, cherchant à déstabiliser les pays des autres au nom de la démocratie. Tout cela doit cesser. Et je pense que Donald Trump a pris de très bonnes mesures dans cette direction. Donald Trump took some very good steps in that direction. But he's still dealing with the intelligence agencies. Mais il doit encore composer avec les agences de renseignement, en particulier la CIA. Et la CIA reste une organisation incontrôlable, et je pense qu'il doit en prendre conscience. Encore une fois, le président Trump a de bonnes intentions, mais il doit se concentrer ici, chez nous, pas à l'étranger. Il doit démanteler les réseaux d'ingérence, les structures impériales. Tout cela doit disparaître. Mais il doit vraiment se concentrer ici et comprendre avec quoi il doit composer au sein de son propre gouvernement. Je pense qu'il en a une certaine compréhension,
mais pas autant qu'il le faudrait, et il doit vraiment s'y consacrer. Mais encore une fois, vous savez, il est entouré de personnes qui lui disent des choses différentes, et il est malheureusement trop facilement influencé par trop de mauvaises personnes. Oui, juste une réponse très rapide, car nous manquons de temps. Comment voyez-vous maintenant la possibilité d'aboutir réellement à une paix pour mettre fin à tout cela, pour mettre fin à la guerre par procuration en Ukraine? Pensez-vous qu'il est trop tard? Cela se décidera-t-il sur le champ de bataille ou parce que j'ai vu J.D. Vance dire que les Russes demandent trop? Mais encore une fois, de façon pragmatique, ce sont les Russes qui détiennent les cartes. Si les Américains veulent faire pression sur quelqu'un, il serait plus facile de faire pression sur les Européens et les Ukrainiens. Voyez-vous une voie vers la paix? Ou est-ce que cela va simplement... Eh bien, il y a une voie vers la paix, mais elle ne passera pas par Washington. Et J.D. Vance ne comprend ni la région ni son histoire. Donc je ne sais pas pourquoi il a dit cela. Les Russes n'ont jamais demandé grand-chose, mais plus le temps passe et plus le sang coule, plus les Russes ont de raisons d'exiger davantage de territoire comme moyen de se protéger. Les discussions qui ont lieu aux États-Unis sont tout simplement mal informées. Il n'y a aucune compréhension réelle et approfondie de tout cela. C'est ça le problème. Je ne sais pas comment on peut y remédier. Nous n'avons pas de noyau de diplomates professionnels qui ont passé leur vie à apprendre d'autres langues, à vivre dans d'autres pays et à comprendre toutes ces dynamiques. Ce que nous avons fait, c'est créer un noyau d'ingérents qui pensent qu'il est de leur droit divin de mener une croisade pour une certaine idée de la démocratie, ce qui est totalement absurde. Et cela a causé d'énormes problèmes. On aurait pu croire que le désastre de 10 ans au Vietnam nous aurait fait réfléchir, mais apparemment ce n'est pas le cas. C'est une industrie qui s'auto-entretient dans cette ville, à Washington, D.C. Donc je pense que cela prendra fin, mais ce sera aux conditions de la Russie. Nous n'y aurons pas grand-chose à voir. Mais les Russes, encore une fois, M. Poutine n'est pas un homme stupide. Il sait qu'inévitablement, pour qu'une solution fonctionne, il aura besoin de la participation d'autres pays frontaliers de la Russie. La Lituanie, la Lettonie, l'Estonie, la Pologne, la Slovaquie, la Hongrie, la Roumanie, la Moldavie. À un moment donné, ils devront être intégrés et accepter la solution qui sera trouvée. Et je pense qu'il en est conscient. La question la plus importante pour nous en ce moment est clairement ce qui se passe au Moyen-Orient. Et je pense que le président Trump veut éviter une guerre avec l'Iran, je n'en doute pas. Mais en est-il capable? Parce que M. Netanyahou est désespérément intéressé par une guerre. Il considère que c'est le bon moment et la bonne opportunité, car il contrôle la Chambre et le Sénat aux États-Unis, et il contrôle une grande partie de la politique nationale. Le fait que Donald Trump et lui ne s'apprécient pas vraiment n'a pas beaucoup d'importance. Personne n'aime Netanyahou. C'est un sociopathe arrogant. Mais les milliardaires qui constituent l'épine dorsale de l'AIPAC, le Comité des affaires publiques américano-israélien, exercent un pouvoir énorme sur la Maison-Blanche et le président Trump. Donc disons que ce qui m'inquiète plus que tout, ce n'est pas que nous commencions une guerre avec l'Iran, mais que peut-être M. Netanyahou entre rapidement dans Gaza pour massacrer le reste de la population, et que le président Sisi en Égypte dise « Nous ne pouvons pas tolérer cela » et envoie l'armée égyptienne. Il sera probablement soutenu par les Jordaniens. Alors nous verrons cette guerre s'étendre. L'Iran a dit qu'il soutiendrait l'Égypte. Que feront les Saoudiens et les Émirats? Ils ne vont pas accepter le massacre de masse de la population de Gaza. Donc la vraie question à ce moment-là est, que vont faire les Turcs? Erdogan a essayé de ménager la chèvre et le chou,
Mais lorsque ça commencera contre l'Égypte, si cela se produit, comme je le pense, et que les Israéliens entreront alors en guerre contre l'Égypte, il sera, à mon avis, impossible pour les Turcs de rester en dehors du conflit. Je pense que c'est à ce moment-là que l'on assistera à une guerre régionale. Maintenant, l'autre possibilité, c'est que M. Netanyahou décide simplement d'attaquer l'Iran. Point final. Boum. Cela déclenchera une guerre régionale. Mais M. Netanyahou est assez confiant, et il a probablement raison de l'être, que quoi qu'il fasse, nous le soutiendrons. C'est là le problème. Je viens de rentrer d'Iran ce matin. J'aimerais beaucoup discuter avec vous de ce qui s'y passe, mais j'imagine que nous devrons remettre ça à un autre jour. Merci. Yeah, thanks again.